Bienvenue dans cette pause consciente. Je vous propose de prendre quelques secondes pour observer votre état d'esprit. On fait en quelque sorte une météo intérieure. Est-ce que vous êtes joyeux ou triste? Êtes-vous plutôt dans la distraction ou la torpeur? Prenez également quelques secondes pour observer votre corps. Est-ce que vous ressentez des sensations agréables ou bien des sensations désagréables? Sentez-vous des tensions ou au contraire, êtes-vous détendu? Comment est votre respiration? Est-elle posée, calme, naturelle? Dans cette 5e pause consciente, je vous propose de découvrir le parcours de Ludovic Parreira, un combattant au grand cœur, 2 fois vice-champion du monde de jiu-jitsu brésilien et pratiquant de méditation vipassana. Je souhaite que cette vidéo et ce parcours de vie vous inspirent autant que moi. Bonjour Ludovic. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Alors, je m'appelle Ludovic Parreira. Je suis coach et compétiteur au sein de l'Académie GP Sport à Miramas pour la 10e année. Est-ce que tu as des titres? Est-ce que tu as des réalisations de ce côté-là? Ouais, j'ai combattu quand même pas mal au cours de ces 15 dernières années. Et ouais, je me suis illustré quand même 2 fois au championnat du monde IBJF Nogi. J'ai fait 2 fois vice-champion du monde. Et j'ai remporté une fois les Panaméricains à New York, Nogi, et une fois j'ai fait vice-champion d'Europe à Lisbonne en kimono. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, on est dans le jiu-jitsu. C'est le jiu-jitsu brésilien, ouais. Ouais, jiu-jitsu brésilien, grappling, voilà. Et alors, est-ce que en quelques mots, tu peux un petit peu présenter cet art? Le jiu-jitsu brésilien, c'est un art martial qui a explosé au travers des premiers UFC par le biais de Royce Gracie, qui a prouvé entre guillemets au monde entier qu'il y avait pas mal d'arts martiaux qui étaient construits un petit peu sur des légendes, on va dire. Et il a remis un petit peu les pendules à l'heure avec ce sport. Alors l'UFC qui est, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est l'Ultimate Fighting Championship. En fait, c'était une compétition qui s'est mise en place début des années 90, en 93 je crois. Et en fait, je crois qu'il y avait 16 gars, pas de catégorie de poids, pas de règles, tout ça. Chacun venait d'un art martial qui croyait le meilleur, forcément. Et 2-3 fois d'affilée, Royce Gracie s'est illustré presque facilement en terrassant 16 gars. Enfin, il y avait 16 gars, mais il a fait 4 combats dans la soirée, je crois. Et il a remporté 3 fois, je crois, le tournoi. Et tout de suite, le jiu-jitsu brésilien, c'est devenu le sport, l'art martial à pratiquer. Et bien sûr, il y a plein comme vrillés à ce moment-là. D'accord, donc toi, tu as fait partie justement Et moi, j'ai fait partie de ces gars-là. Ok, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance? Alors, mon enfance, j'étais assez solitaire dans les premières années, on va dire. Je pensais beaucoup à l'espace. Je jouais tout seul dans ma chambre, et souvent des scénarios qui avaient un rapport avec l'espace, les cosmonautes, les soucoupes volantes et tout ça. Et je croyais même que j'étais extraterrestre quand j'étais petit, mais que mes parents ils allaient me le dire à 18 ans. Un peu à la Son Goku, quoi. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, après, j'ai jumpé sur Dragon Ball. Alors forcément, quand Dragon Ball est arrivé, Ken le Survivant, les Chevaliers Zodiac, en fait, je me suis carrément construit sur ça. En parallèle, les jeux vidéo, je me suis un peu enfermé avec ça aussi. Après, comme tout le monde, j'ai commencé à sortir un petit peu. Il y a eu petit à petit un petit peu plus de bêtises. Parce que tu vivais dans quel cadre là, à ce moment-là? Ça, c'est les premières années, j'étais plutôt famille, mais après, quand j'ai commencé un petit peu à sortir, que j'ai réussi un petit peu à échapper à l'emprise de mes parents, j'ai commencé à, à faire un peu le con, on va dire. Et des petites conneries, pas trop écouter, faire un peu qu'à ma tête.
Euh, J'étais un petit peu moins branché école, un petit peu plus branché rebelle. Et voilà, après les années ont un petit peu passé. Il y a les soirées, les drogues qui sont arrivées. Et bien sûr, j'ai mis le nez dedans. Euh, Ça a été marrant au début. Il y a eu plein de bons moments que je ne regrette pas. Et ça l'a été un petit peu moins quand tu commences à perdre des potes, quand il y en a qui rentrent en cabane, quand tu commences à être parano, etc. etc. Et je sais pas si on peut dire que c'est formateur, mais ça aide peut-être pour la suite, quand tu as touché un peu la merde, quand, moi j'ai l'impression que ça m'a aidé un petit peu à apprécier après, derrière, pas mal de choses, parfois simples même. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que justement tu as des amis qui sont vraiment tombés, on va dire, que ce soit que tu vis en cabane ou même qui sont partis, et qu'est-ce qui a fait que toi tu as su trouver des limites ou ne pas complètement tomber là-dedans? Euh, je crois que j'étais de nature un peu inquiet, je crois que je me suis fait un petit peu aspirer. Je pense pas que j'étais réellement fan de tout ça. Je crois que c'est plus l'influence, des concours de circonstances qui se sont mis. Je crois que j'étais avec des gars qui aimaient plus bringuer, se défoncer que moi, en fait. Et du coup, ils ont eu peut-être plus de mal euh, à savoir où s'arrêter. Euh, Moi, des fois, quand j'essaie de me souvenir, il me semble que des fois, je faisais un peu à contre-cœur. Et c'était plus l'influence. Et puis quand t'es un petit peu en marge à l'école ou plus tard, quand tu vas plus, euh, il y a un côté. Ouais, lui, on l'a remarqué, quoi. Tu vois. Et il est un peu différent. Il est un peu. Je sais pas comment on peut dire. Mais voilà, enfin, ça a aidé même à avoir des copines aussi, il faut que cela puisse paraître, hein. Et pas les plus moches. Mais Et du coup, pour toi, est-ce qu'on peut dire qu'en fait il y avait des moments où quelque part tu te posais et tu te posais des questions sur comment t'étais, sur le... j'ai toujours énormément réfléchi, je me suis toujours énormément posé de questions. Mon cerveau, à l'époque, je l'appelais l'usine, parce qu'il travaillait 24/24, il s'arrêtait jamais. Et ça faisait presque vraiment deux entités, quoi. Alors en plus, avec les drogues, je sais pas, ça faisait pas 3 ou 10 même à la fin. Et ouais, la parano et la négativité et les aléas ont fait que tous les signaux étaient au rouge pour que je commence à prendre de la distance avec ça. Et, euh, et c'est comme si à ce moment-là, j'avais pris conscience que j'étais peut-être faible d'esprit et que j'avais besoin de peut-être me l'endurcir. Et, et j'ai cru sentir ça quand je regardais des films d'arts martiaux avec Van Damme, Bruce Lee. Les mecs, ils avaient l'air quand même solides mentalement. Et je me suis dit, il n'y a pas que le côté baston, en fait, arts martiaux qui me parlait. Et bien sûr, quand j'ai vu les premiers UFC avec Royce Gracie, je me disais, putain, le gars, il est quand même solide dans sa tête. Peut-être parce qu'il a confiance en lui, peut-être parce que il, il, a, il côtoie l'effort et la douleur et la souffrance et la persévérance et tous ces trucs-là chaque jour par l'entraînement et après il les met en pratique avec la compétition, on va dire, ou des challenges, quels qu'ils soient. Et je me suis dit peut-être qu'il faut que je me rapproche de ça. Et en même temps que je prends de la distance avec le reste, ça pourrait me faire un bon sevrage. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des rencontres qui t'ont permis justement de Et changer un peu de... voilà, et au moment où c'était au plus mal, on va dire, la vie, des fois, elle organise les trucs un peu comme une pièce de théâtre. Et, euh, et j'ai rencontré un gars, Patrice, avec qui j'ai fait un peu de kickboxing, mais c'était pas du tout sérieux. Enfin, pas de sa part, mais moi, j'arrivais pas à être sérieux parce que c'était vraiment tout neuf, quoi. Et puis le goût de l'effort, c'était bien, mais putain, c'était dur, quoi. En fait, c'était plus facile de se mettre de se mettre des races, quoi. Et, mais heureusement,
quelques temps plus tard, j'ai rencontré Serge, qui est très vite devenu quelqu'un d'important pour moi, qui avait une pédagogie tout à fait. Donc là, t'avais quel âge là? Euh, je crois que j'avais ouais, là, une petite vingtaine, quoi. D'accord. Et lui, Voilà. Serge? Et lui, ouais, il devait avoir 15-20 ans de plus, je crois. D'accord. 15 ans de plus. Ouais, une pédagogie vraiment différente, vraiment exotique, vraiment très très dur à comparer, mais moi ça m'a parlé tout de suite. Je suis arrivé là-bas, j'étais un bout de bois, j'étais rigide, j'étais fermé, j'étais... Et il m'a laissé le temps, et en même temps il m'a laissé aussi le temps de faire mes preuves et de voir ma détermination, mais il y avait un truc de curieux là-dedans. Et, et pour je ne sais quelle raison, ou peut-être ces raisons-là, j'ai persévéré, je me suis accroché et petit à petit il m'a donné de l'intérêt. Peut-être parce que je gagnais en mérite de fait de venir comme ça jour après jour. Et c'est devenu en quelque sorte mon deuxième père, mon père spirituel ou mon père adoptif, on peut appeler ça comme on veut. Et il m'a énormément influencé. Et là où c'est génial, c'est sans me pousser à rien. Il m'a juste, il a juste réveillé la curiosité qu'il y avait en moi, la curiosité du monde. Euh, et ce désir, ce souhait d'essayer d'être une meilleure personne chaque jour, même si c'est pas évident, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais déjà la volonté, elle y était. La trajectoire, elle était tracée et pour moi, c'était évident que ça pouvait être que ça. Et c'est devenu ma deuxième drogue en fait. C'est les arts martiaux, c'est de la boxe thaï. Je ne sais même pas si j'ai dit. C'était de la boxe thaï avec quand même une influence assez bouddhiste. Et c'était marrant parce que c'est une religion ou une philosophie ou une spiritualité au travers de laquelle je m'étais toujours senti proche sans même en connaître les fondements ou les règles ou quoi que ce soit. En fait, j'y connaissais rien du tout. Mais je sais pas, ça me parlait quoi. Ça me parlait au même titre que le Japon, on m'appelait. Alors peut-être c'était dû au manga, à Dragon Ball et tout ce que je me suis mis comme Chevalier Zodiac et autres Ken le Survivant. Mais ça sonnait juste chez moi, mais alors beaucoup plus que les chevaliers, le roi Arthur et tous les trucs de Gaulois et j'en passe et des meilleurs, et des Vikings. Et voilà, je suis resté quand même là-bas 11 ans. J'ai dû rater peut-être 3 cours en 11 ans, quoi. Truc de ouf. Été comme hiver, de toute façon d'ailleurs, été comme hiver, il y avait la même température que dehors parce que c'était pas une salle chauffée, c'était pas une salle équipée, c'était vraiment route, c'était vraiment formateur. Et, euh, et parfois ben, j'étais seul quoi à l'entraînement. Et c'était pas plus mal. On a même fait des entraînements où il n'y avait pas de lumière, donc on s'entraînait dans le noir. C'était très particulier. Mais le noir total. Alors qu'on aurait pu dire, soit il n'y a pas de lumière, on rentre à la maison. Mais non, c'est une petite anecdote comme ça, mais c'était, ah tiens, mais justement l'occasion d'essayer de s'entraîner d'une nouvelle façon. Et quand j'y repense, ça me fait sourire. Parce qu'en fait, les seuls moments où il y avait de la lumière, c'est quand tu prenais un pain dans la gueule, ça faisait un flash. En plus, je savais pas d'où ça venait. C'était marrant. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, ces années étaient vraiment géniales parce que sans que je m'en rende compte, je suis vraiment devenu le Ludo 2.0 que je souhaitais être sans avoir vraiment compris que je voulais être ça. Il y avait, j'entrevoyais le truc, mais je savais pas comment, je savais pas avec qui. Et tout de suite j'ai mis une importance particulière sur les rencontres. Euh, Parce que sans cette rencontre, bah, je sais pas ce qui serait passé. Alors bien sûr, il y a du moi aussi, mais, euh, mais cette rencontre, je crois qu'elle a quand même été déterminante pour toute la trajectoire d'après-drogue. Euh, Ma mère était très contente d'ailleurs. Et comment dire, m'a vraiment laissé des valeurs, euh, une vision de la vie et, euh, et, euh, et un émerveillement aussi, je crois. Euh,
qui m'a vraiment donné envie de voir le monde, alors qu'en même temps, il me disait mais tu devrais économiser, préparer ton futur et tout ça. Et pour le coup, j'ai fait complètement le contraire. J'ai mis 0 franc de côté. Et, euh, et j'ai fait que dépenser le peu de thunes que j'avais dans dans des voyages ou dans tout ce qui pouvait toucher à l'entraînement, en fait. Parce que je voulais voir aussi ce qu'il y avait en dehors de sa salle, même si j'étais convaincu que j'étais au meilleur endroit. Et alors donc à l'origine, en fait, les arts martiaux, c'était une passion, et du coup aujourd'hui, c'est devenu ton métier? Ben, en fait, au début, il y avait que l'entraînement qui me plaisait et j'avais pas spécialement l'envie ni l'assurance de m'essayer en compétition. Et c'est venu comme ça. Il m'a pas spécialement poussé parce que j'étais vraiment dans les délires de Georges Saint-Pierre, mordu d'entraînement quoi. C'était la passion de m'entraîner quoi. Il n'y avait pas spécialement le désir d'être champion du monde ou gagner des millions grâce au super match là, qui fait que tu vas remporter le pactole. Non, c'était vraiment le chemin quoi. Le chemin, il était vraiment et de voir comme ça cette progression chaque jour et rester là, la motivation rester là malgré les hauts, les bas ou les douleurs et tout, l'hiver, l'été. Ou ceux qui sortaient, ah Luto tu sors pas, tu vas encore t'entraîner, peut-être tu fais chier, t'as vraiment pas de vie sociale. J'ai résisté à tout ça. Alors je sais pas si résister c'est le bon mot, mais voilà, j'ai fait ça. Et, et quelques, au bout de quand même de pas mal d'années, quoi, de pas mal d'années, j'ai les premières envies de m'essayer en compétition qui me sont venues. Mais c'est marrant parce que c'est pas tombé vraiment pendant la passe les années boxe taille qui ont duré très longtemps. C'est tombé quand j'ai vu vraiment cet UFC là avec Royce Gracie. Et, euh, et très peu de temps après, j'ai rencontré Samy et James Cavo. Salut les gars. Et Laurent Bonafou. Salut Lo. Et, euh, et eux, ils avaient quand même plus, comment dire, un esprit plus jeune, plus compétiteur et tout ça. Et ça m'a mis le pied à l'étrier, ou du moins le petit coup de pied au cul qui me manquait. Et de là, j'ai commencé à m'entraîner vraiment comme un jobard. J'étais au chômage en plus, donc c'était très bien, ça tombait bien. Puis de toute façon, je pouvais pas travailler parce que quand je travaillais, je tenais pas dans un boulot quoi. Parce qu'en fait, j'ai compris que je marchais que à la passion, je crois. Et passer tant d'heures comme ça dans un boulot qui m'animait pas, en fait, c'était comme si je me punissais, c'est comme si je choisissais la mort lente. Et si j'abdiquais, si je capitulais, si je m'infligeais ça, c'était un peu comme si j'avais raté ma vie. Alors, c'était mon ressenti. Donc je travaillais vraiment le minimum et le reste du temps, ben, en fait, ouais, je m'entraînais le matin, je me rappelle à Avignon. Je prenais ma voiture, l'après-midi je partais à Marignane chez Laurent. Et le soir j'enchaînais là-bas à Alençon chez Serge. Ça faisait du 6 heures par jour facile quoi. Et entre temps je mangeais ou je faisais des siestes. Et qu'à un moment j'avais pas le choix, je bossais un peu. Je savais de toute façon qu'il me fallait un boulot, peut-être pas dans le sport, mais au moins un boulot qui me permette de m'entraîner et qui soit pas trop euh, physique parce que je voulais pas me cramer pour les entraînements. En fait, c'était vraiment tout s'articuler autour de ça. Euh, Ça avait pris vraiment une place monstrueuse. En même temps, j'avais été passionné sur les années musique et drogue, mais passionné dans l'excès. Et là, c'était pareil, ça prenait le même chemin, à croire que c'était vraiment mon tempérament, ce qui est probable. Et j'ai rencontré André Vieira aussi, pas longtemps après, qui lui, en fait, c'était le premier brésilien que j'ai rencontré, pratiquant de jiu-jitsu brésilien, gradé, et accessoirement qui parlait français, donc c'était génial. Et forcément, on s'est tout de suite entendu parce qu'il a commencé à donner des cours à côté de chez moi, à Salon. Alors pas très longtemps, mais assez pour qu'on tisse un lien qu'on a encore aujourd'hui. Et, et c'est lui qui m'a, on va dire, plutôt donné l'audace de voyager loin. Parce que c'est grâce à lui que je suis allé au Brésil la première fois.
c'est marrant parce que dans ma tête, à cette époque, les voyages loin, c'était que pour les autres. C'était pas pour quelqu'un qui habite à Miramas et tout ça. C'était que pour les gens qui ont des thunes aussi. Ah, dans le sens que tu disais que tu pensais que c'était pas fait pour toi, quoi. Ouais, c'était. Moi, dans ma tête, les gens, je les regardais partir loin. Moi, je partais pas loin, eux, ils partaient loin et ils avaient des thunes. Et en fait, non, pas forcément. Et du coup, je me retrouve au Brésil chez lui la première fois. Je sais plus en quelle année. Début des années 2000, je crois. Quelque chose comme ça. Et j'arrive chez la légende que j'ai connue ce moment, parce que je connaissais pas spécialement, Ricardo de la Riva. Donc j'ai passé un temps chez lui. Et là, tout de suite, ça a fait qu'attiser le truc que j'avais en moi de vouloir un jour combattre en cage, comme j'avais vu Royce Gracie, puis j'étais au Brésil, la terre du jiu-jitsu brésilien et tout ça. À côté là-bas, je faisais un peu de boxe thaï. C'était pareil, au Brésil, je m'entraînais encore plus qu'ici, mais là, il fallait que je m'acclimate à la chaleur et tout ça. C'était vraiment. Et puis, je savais pas parler portugais non plus à cette époque. Bon, je sais pas trop maintenant, mais un peu mieux qu'avant. Je me débrouille maintenant. Et de là, je me suis dit, mais en fait, mais comment on peut ne pas voyager? C'était les prémices de, de, de m'enrichir, moi, ma personne, en fait, d'investir en moi-même et pas dans le matériel. Je savais pas encore, vraiment, mais j'ai pris goût au voyage tout de suite. Et puis de là, j'ai enchaîné, en fait, je travaillais juste pour me payer le prochain voyage et pour m'entraîner ailleurs. Et quand je revenais, je m'entraînais ici. Au travers de ces voyages, j'ai fait des rencontres incroyables que j'oublierai jamais de ma vie. Euh, Parce que certaines ont été déterminantes et puis avec certains on a passé des moments dingues qu'on peut même pas exprimer avec des mots. À la Brazilian Top Team, j'ai rencontré Johnny Frachet, qui est mon frérot toujours actuellement. On est toujours potes. C'était en 2004 ou 2005, je crois. Et puis c'était marrant comme ça de m'entraîner là-bas à la Brazilian Top Team, parce qu'à cette époque il y avait déjà le Pride aussi qui était peut-être encore plus fou que l'UFC à l'époque. Et les gars, c'était vraiment des héros, quoi. Ils étaient vraiment venus remplacer ce manque qu'il y avait après Tyson dans la boxe anglaise. Il y avait plus de héros, en fait. Bruce Lee, c'était déjà bouclé. Van Damme, c'est bon, voilà. Et du coup, c'était Minotaur, c'était tout ça. Et ces mecs, en fait, tu les avais en poster dans ta chambre, tu regardais les DVD où ils faisaient des exploits combat après combat. Et puis du jour au lendemain, tu t'entraînes avec eux, tu vas à la plage, tu vas bouffer avec eux et tout. C'est dingue parce que moi, quand je voyais mes potes qui, euh, qui rêvaient de. Je sais même plus comment ils s'appellent, les mecs du foot, parce qu'en fait, je m'en fous du foot. Mais Zidane, fait, jamais ils sont entraînés avec Zidane, ils ne sont pas allés à la plage ni bouffer un morceau avec eux. Et cette accessibilité, cette proximité, j'ai trouvé que c'était génial parce que ben, le mec, à un moment donné, lui aussi, il s'est entraîné avec peu de moyens. Pour lui aussi, ça a été difficile, il a transpiré, il en a chié avant d'être une star. Et ça me faisait l'impression qu'ils se rappelaient de ça, qu'ils n'oubliaient pas ça. Et du coup, il y avait cette proximité. J'ai pas perdu la tête, je sais d'où je viens, je me rappelle d'où je viens. Et j'aimais bien ce truc-là. Alors, bien sûr, il n'avait pas tous, mais les quelques-uns qu'il avait, ça a suffi à me satisfaire. Euh, et puis, bien sûr, après, le Japon, quoi. Voilà, ça pouvait plus rester un projet parce qu'à l'époque de Dragon Ball, je savais déjà que j'allais aller au Japon un jour. Et tout me parlait en fait au Japon. Euh, la culture, la bouffe, en fait, ce contraste comme ça d'anciens et de nouveaux que seuls les Japonais savent euh, mélanger, allier. Ouais, de traditionnel en même Ouais, temps, et puis à côté. c'est fascinant. Et en fait, le fait d'y aller et de voir ça de ses yeux, ben en fait, c'est encore plus fascinant que ce que j'avais dans mes idées, dans mes pensées, dans mes croyances. Donc je suis parti tout seul au Japon, à une période où j'étais vraiment déprimé en plus. Et je me suis infligé ça en hiver. Donc ça a été très difficile. La chambre, elle était plus petite que moi en fait, parce que mes pieds et ma tête touchaient, mais je pouvais pas être allongé. Ça, je faisais un peu comme une banane. Mais en même temps, j'avais pas de thune, donc
Je crois que j'avais fait crédit à l'hôtel aussi, parce que j'avais oublié ma carte bleue. Et, euh, et donc je me suis entraîné là-bas au RJW à l'époque, par l'intermédiaire de James. Et je me suis retrouvé là-bas dans cette salle cloisonnée où on ne voyait pas de là à là, tellement qu'il y avait de cette vapeur, de transpiration. Parce qu'en fait, au Japon, ils s'entraînent dans des apparts où ils ont pété deux trois cloisons, ils posent des tatamis par terre et c'est une salle, quoi. En fait, il n'y a pas de place. Et j'étais avec Yuki Kondo, Kaoluno, Akemono, le sumo là, de l'époque. Là. C'était du délire, quoi. Et j'avais failli combattre au Shuto, là-bas, je crois, ou au Pancras. Et à quelques jours, enfin bref, mais j'avais déjà pris mon billet retour parce que je bossais. Et j'avais été super déçu. Parce qu'en fait, un de mes rêves qui s'était aussi greffé à tout ça pendant cette période, c'était de combattre un jour au Japon. Euh, j'ai tissé des liens aussi là-bas au Japon avec. J'avais une facilité, je crois, parce qu'ils devaient voir que j'aimais le Japon énormément avec pas mal de gars. Euh, Après, je suis retourné encore un bon paquet de fois au Brésil. Et puis, je suis allé à Black House. Je suis allé chez Ricardo Vieira, qui m'a beaucoup apporté aussi. Un jiu-jitsu brésilien. C'était peut-être les plus belles années jiu-jitsu brésilien de ma vie. En plus, à cette époque-là, il y avait tout le gratin. Il y avait tout le gratin. Je tournais tous les jours avec Yuri Simoes, avec Jackson, avec tous les tueurs de checkmat qui maintenant ont leur propre académie et qui sont 40 fois champions du monde. Et c'était génial. J'ai connu Anna Maria, mon amie de toujours à cette époque, là-bas. Et j'avais même pas de thune hein, aussi une année, là, j'avais même pas de kimono. En fait, j'étais le seul dans le club qui avait pas de kimono. Euh, Puis ensuite, je suis allé. Je crois que je suis allé 13 fois. Et je suis allé bien 4-5 fois à la Nova Union, chez José Aldo, à l'époque où ils avaient toute la ceinture avec Baran. On a fait un camp d'entraînement là-bas aussi. Euh, quand ils défendaient la ceinture, là, José et Baran. Je sais plus qui c'était, Mendes, je crois. Bref. Et là-bas, j'ai connu, mais mieux, Thomas Loubersan, avec qui on se croisait parfois sur des compétitions. On n'avait jamais vraiment eu l'occasion d'approfondir. Euh, c'est quelqu'un de très particulier, mais très important dans ma vie et qu'il faut savoir apprivoiser. Je sais pas si c'est le mot, mais je le prends comme il est et du coup, c'est plus simple. Mais moi aussi, il faut me prendre comme je suis, c'est pas simple. Bref, c'est un génie et même s'il a commencé après moi, c'est tout de suite devenu euh, mon coach, une référence, un modèle aussi, parce que ouais, en détermination, il est pas mal. Et à partir de là, on a commencé à voyager ensemble. Aussi, on a fait un paquet de voyages, on a rencontré du monde. Je pense qu'on a fait quand même pas mal la majorité des plus grandes académies du monde. Ça prenait parti aux États-Unis plusieurs fois. On s'est entraîné Team Quest, on s'est entraîné dans plein de clubs énormes avec les plus grands champions de l'UFC, du Pride, un bon paquet de fois. Ça a été extrêmement enrichissant. Si je devais refaire ça, je le referais dans toutes mes vies, quoi. Parce qu'en fait, cette richesse-là, je vais l'embarquer avec moi. Et elle a pas de prix. Il n'y a pas de matériel qui peut remplacer tous ces moments que j'ai vécus. Et en plus, je suis persuadé d'avoir vécu à des moments charnières de l'histoire de ce sport et de ma vie. Et c'était gigantesque. Euh, Entre-temps, au Brésil, j'ai rencontré aussi notre maître, en fait, qu'on avait en commun, mais on ne le savait pas. C'était Roberto Leitão, grand maître de lutte à livre, le plus haut gradé au monde encore vivant actuellement. Et on l'a fait venir en France 2, 3 fois, pour pas dire 4. Et c'était génial, c'était parti sur une blague, sur un coup au culot, je lui demande pas. Il a dit oui, oui, je viens, pas de problème. Et l'anecdote, c'est important aussi, c'est la première fois qu'il est venu en France, j'étais allé le chercher à l'aéroport, je crois que c'était 23 heures, un truc comme ça. Donc il avait déjà plus de 70 ans.
Et moi, je voulais le porter pour monter jusqu'à dans mon appart. Je voulais le porter sur mon dos parce que j'ai l'escalier et tout ça. Et non, 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 je marche et tout avec sa valise. Et on arrive chez moi, c'était minuit et demi, je crois. Et puis chez moi, bien sûr, je m'étais fait un kiff aussi parce que j'avais ce petit rêve. J'ai une pièce où c'est carrément des tatamis au sol. Et j'ai fait des tatamis bleus et les murs jaunes et verts. Alors c'est un peu particulier, mais en fait, c'est le drapeau du Brésil. Et c'est la pièce un peu particulière que j'ai chez moi. Et du coup, il logeait dans cette pièce. Alors j'étais tout content, j'étais tout excité de lui présenter sa chambre pour quelques semaines. Et donc voilà, vous avez besoin de rien, maître et tout ça. Non, non, par contre, je veux bien là te montrer une technique tout de suite là que j'ai passée dans l'avion. Et là, je me suis dit, waouh, est-ce que moi, à 75 ans, après 15 heures d'avion, et avoir monté les escaliers avant de dormir à minuit et demi, j'ai pas dormi depuis 2 jours peut-être, je vais penser à montrer vite une technique parce que j'ai peur de l'oublier parce que la nuit en fait il me disait qu'il se réveillait pour noter des techniques sur des post-it, il avait un petit papier comme ça avec un crayon et en même temps je le fais aussi, je le faisais déjà, mais voilà, j'étais content, j'étais pas seul et du coup il me montre ça à minuit et demi, voilà. Et là maintenant je peux dormir, voilà, je suis content et j'ai dit merci, c'est cool à demain et moi j'étais sur le cul quoi. Et j'ai raconté ça à tous mes potes et ils ont halluciné. Voilà, je me suis rapproché de Laurence Cousin aussi, que j'aimais beaucoup, que j'avais croisé énormément sur la majorité des compétitions en France. Et pour le jiu-jitsu brésilien, parce qu'en fait j'étais sous Clark Gracie pendant quelques années en jiu-jitsu brésilien, et puis après, bon, c'est séparé. Et du coup, je me suis rapproché de Laurence, euh, qui est pour moi, fille, garçon, peu importe, toute catégorie confondue, la personne en France qui est incomparable, qui a le plus gros palmarès, qui a plus rien à prouver. Du coup, d'être avec Laurence et Thomas comme ça, en jiu-jitsu brésilien et Thomas en lutte à livre, grappling, c'était pour moi le meilleur choix, le plus évident. J'avais l'impression d'être avec les deux plus grands passionnés et accessoirement les deux plus désintéressés. Donc c'était parfait parce que c'était ma conception du truc. Euh, pour moi, quand il y a trop d'argent, les trucs pourrissent. Euh, et avec Thomas, plus qu'avec Laurence, on a commencé à vraiment partir sur toutes les plus grosses compétitions IBJF tous les ans. Euh, que ce soit les Pan America ou les Worlds. Et à chaque fois, on allait s'entraîner, on se préparait et on combattait. On a fait quand même quelques titres qui sont pas dégueux. Surtout Thomas, bravo à lui. C'est la référence en France. C'est indiscutable. Euh, et on continue toujours. On a, on n'a pas encore fini on n'a pas encore atteint le Graal. C'est toujours. Les années passent, mais on n'est pas encore assez vieux pour arrêter. Et il y a encore des titres à faire. Et voilà, donc là d'ailleurs bientôt la DCC au mois d'octobre à Bucarest. Et après en décembre les championnats du monde Nogi en Californie. Ça sera je crois la 5e ou 6e fois que j'y vais, que je participe. C'est la 10e année, je crois, je sais pas si j'ai dit tout à l'heure, de mon club qui a pris énormément de place dans ma vie parce que... Donc quand tu dis mon club, c'est toi qui l'as créé? Ouais, c'est GP Sport à Miramas. En fait, j'ai créé mon club parce qu'à l'époque, enfin, à l'époque, un jour Serge il me dit comme ça, il me dit là maintenant j'ai plus rien à t'apprendre donc tu vas te casser et tu vas faire ton truc. Alors je rêvais de ça dans un coin de ma tête. J'aimais déjà donner des cours, des fois je dépannais Laurent et tout ça. Mais pour moi c'était impensable, c'était trop présomptueux. En fait, pour moi, si j'étais pas champion du monde ou champion de l'UFC, j'avais pas le droit d'ouvrir un club. Alors je sais pas pourquoi j'avais ces idées un peu arrêtées dans ma tête, mais en me poussant au cul, finalement ça m'a donné l'impulsion et je me suis lancé. Et ça a été difficile bien sûr au début, hein, parce que
Une asso, faut gagner un petit peu en crédibilité, il faut faire tes preuves pour que la municipalité t'accompagne, pour que les adhérents viennent chez toi. Et très vite, ça a pris une bonne dynamique. Et ces 10 dernières années, on a fait quand même des trucs qui sont pas dégueux. On a fait pas mal de titres, on a des gars qui sont illustrés dans toutes les disciplines. Dans toutes les disciplines. Il y a plein de gars aussi incroyables qui sont venus en stage au club et qui sont devenus des amis aussi, Dean Lister entre autres. Et ouais, on a fait des titres français, européens, mondiaux. Et en fait, on a fait des trucs qui étaient au-delà de mes ambitions de base, donc c'était génial. Même si j'avais pas trop de trucs arrêtés, mais je pensais pas un jour ne serait-ce que participer au championnat du monde. C'est encore des rencontres, Mario entre autres, merci, qui, qui m'a poussé pour me dire mais vas-y quoi, c'est pas que les autres. Et, euh, et je regrette pas parce que c'était vraiment incroyable tous ces moments. Finalement, tu as parcouru la planète, tu as voyagé vraiment partout. Aujourd'hui, tu es reconnu, tu vas donner des stages partout dans le monde. Donc en fait, tu aurais très bien pu choisir de changer de vie quelque part et d'aller dans un club, de vivre, j'en sais rien, à New York, sur une île ou autre. Mais, et ça me touche beaucoup, tu as décidé de rester finalement dans ton quartier dans lequel tu as vécu, de ton enfance. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi finalement tu es resté dans Sans, tes préten- racines? sans prétention, j'ai pas le même palmarès que certains, ni les mêmes grades que certains, mais j'ai eu des opportunités de boulot en tant que coach vraiment un peu partout et des trucs même vraiment intéressants. Mais je pense que le fait que Serge à l'époque il ait cru en moi alors que même moi je croyais pas en moi, enfin, et qu'ils y tiennent, je vais donner la chance à un gars comme ça qui est bon qu'à se défoncer et tout, et on peut peut-être en faire quelque chose. Du coup, je suis rentré dans un processus de prendre et redonner. Euh, et, euh, et là où des fois, peut-être certaines personnes diraient non, mais lui c'est bon, laisse tomber. Moi je lui dis non, mais on va peut-être un peu gratter, on peut peut-être l'aider. Et je pense qu'il y a des gens à- qui, qui, à mon tour, enfin, j'ai peut-être été important pour eux à un moment donné où ils avaient peut-être besoin d'arts martiaux, d'une personne ou de, Une structure ou une ouais, discipline ou du goût de l'effort, Mhm. parce qu'après ce goût de l'effort aussi, et puis les arts martiaux, après ça te suscite des vocations, même pour. Après, t'as envie de chercher du boulot, t'as envie de faire autre chose que n'importe quoi. Et moi, on m'a tendu la main, et derrière, c'était évident que je tende la main. euh, là où je venais. Euh, Parce que aussi j'avais plein de gens importants avec moi, autour de moi, et j'avais pas envie de les quitter pour même aller dans certains pays de mes rêves. Euh, voilà, j'ai choisi de rester ici, j'ai choisi de rester fidèle à mon club. Euh, voilà, on a fait une section enfants, on a fait une section pour les filles, une section adultes, et tout s'est bien développé. Et on a eu des résultats et des retours super positifs dans tout ça. Et ça m'a conforté dans le choix que j'avais fait le bon choix de rester là. Euh, et c'est super gratifiant aussi. Même si c'est pas la seule chose dont je me nourrisse. Et alors justement, donc là, tu nous as parlé de ton parcours sportif, de comment tu t'es construit, de ce club du coup que tu as créé. Et au final, donc ça fait plus de 10 ans et tu continues encore à t'occuper maintenant de ce club, de le faire tourner et tout. Et tu disais qu'il y avait d'autres choses justement qui te permettaient de t'épanouir. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Euh, Toujours dans le processus d'essayer d'être une meilleure personne, même si je sais très bien qu'on peut pas faire plaisir à tout le monde, qu'on peut pas plaire à tout le monde. Euh, je, j'avais de toute façon déjà à la base énormément d'amour pour la vie et pour les animaux. Et ça s'est révélé comme ça, mais plus prononcé à la suite de ma première retraite.
Alors quand tu dis retraite, c'est-à-dire? Retraite, en fait, c'est... là, pour le coup, c'était une retraite plutôt à tendance bouddhiste, on va dire, mais en fait, c'est de la méditation. Donc, tu passes tes journées, entre guillemets, à méditer et à te plonger à l'intérieur de toi et à t'observer et à te découvrir pour la première fois de ta vie aussi. Parce qu'en fait, jamais chez toi, tu peux passer autant de temps à t'observer en silence que ce que tu peux faire que, que dans un endroit en fait qui est prévu pour ça, qui est approprié. Et du coup, après cette première retraite de 10 jours en silence, Donc ça, plus précisément, c'est une retraite vipassana? ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Ça m'a vraiment, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. En fait, là, c'était Géaludo 3.0. Et ça a vraiment réveillé en fait un côté parce que j'avais vraiment un côté super sombre en fait en moi depuis enfant. Et, et en grattant ce côté sombre avec le sport et avec la méditation, il y a eu un peu plus de lumière en fait qui est apparue. Et ça a réveillé des trucs que j'entrevoyais en moi, mais je ne pouvais pas mettre de nom dessus, ou de mots, de définition, d'adjectifs. Et en fait, c'était vraiment la bienveillance, la compassion, l'altruisme, l'empathie, l'amour inconditionnel, c'est vraiment des trucs qui me sont apparus comme des absolues évidences. Euh, une envie de changer le monde comme ça, d'améliorer tout ce qui est possible, un besoin de plus de justice, de, de considérer aussi les laissés pour compte, même si nous, dans notre pays, on n'est pas trop confrontés à ça, mais ils existent. Et puis, par contre, dans tous les pays, ils existent et c'est les animaux. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à me rapprocher de l'association Graines de Tournesol avec une amie Cindy. On a fait pas mal d'actions ensemble pour les enfants malades à la Timone. Et pour moi, c'est toujours un grand moment d'échange d'aller mettre un peu de lumière comme ça dans leur journée à l'hôpital. Alors à chaque fois qu'il y avait un champion qui venait chez moi ou quelqu'un qui avait un palmarès sympa ou des trucs à raconter, j'ai sollicité pour qu'on aille là-bas ensemble. Et on le fait toujours d'ailleurs. Et en parallèle, j'en avais marre aussi de crier à l'injustice des animaux et de rien faire pour les aider. En fait, ça manquait de cohérence. Du coup, je me suis encore des rencontres, mais j'ai fini par me rapprocher de la SPA, la Société protectrice des animaux à Salon de Provence, euh, à laquelle je suis bénévole maintenant depuis 2 ans. Et voilà, du coup, ma vie maintenant, c'est ça, c'est l'entraînement, les compétitions, parce que je suis toujours coach, je suis toujours combattant. C'est la SPA, c'est les enfants, euh, c'est mes amis, c'est les voyages, euh, et c'est l'envie de manger plus sain, d'agir plus propre, de rencontrer des personnes qui m'inspirent et qui sont pas dans un délire, parce qu'en fait c'est plus important qu'un délire, c'est une nécessité d'aller vers quelque chose de plus durable et d'éveiller, entre guillemets, sans prétention, les consciences euh, sur, euh, sur les méfaits du matérialisme et de, et, de ce trop de trop là, vers lequel on va. Et voilà, donc là, récemment, j'ai fait 2 retraites qui étaient super intéressantes, super enrichissantes. Aussi, ça m'a donné encore un souffle nouveau sur ce que je fais là dernièrement et ce que je vais faire là, prochainement. Euh, Là, j'ai envie même de me mettre à la permaculture aussi. Parce que le concept d'autosuffisance me paraît juste génial, évident et la seule solution pour neutraliser cette surconsommation absurde qui nous amène dans un mur. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du coup de ta pratique de méditation, de ce qu'elle t'apporte au quotidien et ce qu'elle t'apporte aussi dans ton côté sportif? Je pense que ça, elle est arrivée comme beaucoup de choses au bon moment. Euh, je pense que sans la méditation, il y a plein de trucs que j'aurais pas réussi à appréhender de la même façon.
Il y a des moments où j'aurais peut-être flanché, pété un câble, parce que la vie c'est fait quand même de haut et de bas, d'aléas. Et il y a des trucs que j'ai vraiment l'impression que j'ai survécu grâce à ça, parce qu'en fait, la méditation c'est vraiment cet outil qui te permet à un moment donné de prendre du recul en fait sur la situation, comme si tu sortais de ton corps et tu constates qu'en fait tu n'es pas que ton histoire personnelle, tu n'es pas que tes émotions. Et même dans la journée, de se faire une pause consciente, euh, assis, debout, en marchant, les yeux fermés, ouverts, on s'en fout en fait. Tu es là, tu te cales comme ça sur ta respiration, tu dis là je regarde les trucs là, objectivement je fais un pas de retrait et tu te désidentifies, tu te détaches un petit peu de tout ça et d'un coup ça remet un petit peu la réalité telle qu'elle est et pas tout le temps en permanence comme ça avec le filtre de ta perception qui est pas la réalité en fait, qui est juste ton interprétation d'elle et de ce que tu vis. Euh, Ça t'aide à te connaître, à être plus toi-même, à- ça t'aide à être en fait. Ça t'aide à être dans le faire. Alors c'est un petit peu subtil, mais, euh, mais c'est ça. Donc ouais, la méditation c'est quelque chose voilà, qui s'est rajouté à ma vie avec, avec déjà le sport et tout ça. Et pour moi, c'est le parfait complément en fait. Et il n'y a pas de machine arrière sur ça. Oui, puis il y a une forme d'entraînement aussi finalement. C'est de l'entraînement en fait, parce que enfin, moi j'aime bien argumenter le truc comme ça, défendre mon point de vue sur ça de cette manière. On, on passe notre vie en fait avec à essayer de s'enrichir comme ça extérieurement, mais tu peux avoir ce que tu veux, si dans ta tête t'es pas bien, bah en fait c'est mort quoi. Tout ce que tu as en fait c'est que de la poudre aux yeux et il n'y a que toi après le soir comme ça devant ton miroir qui peut t'avouer qu'en fait tout ce qui brille c'est pas de l'or. Et donc j'ai mis vraiment un point central à essayer d'être riche à l'intérieur, d'être bien dans ma tête. Et l'extérieur, ben, c'est l'extérieur. L'extérieur en plus ça peut se changer, ça peut se remplacer. Ton corps c'est ton véhicule pour ta vie et ton esprit tu dois dealer avec lui jusqu'au dernier jour. Les maisons peut-être que tu en achèteras trois dans ta vie, même si ça me paraît un peu fou mais bon. Euh, Ton corps t'en as qu'un et ton esprit tu te le trimbales. Il vaut mieux être en paix avec lui. Mais comme tout, ça demande de l'entraînement. Alors pourquoi avoir une hygiène corporelle? On se lave, on se brosse les dents, on essaie de manger bien, on essaie de bien s'entraîner pour être bien physiquement, on essaie de bien s'habiller pour bien paraître, on essaie d'avoir un bon boulot pour être intégré socialement et être reconnu. Et pourquoi on n'entraînerait pas notre esprit en fait? En fait, ça m'a paru complètement dingue dans le sens où ça devrait être le premier truc à faire. Parce que c'est l'intérieur et on passe, nous, tout notre temps avec l'intérieur. Comme ça. Et, et en Occident, il y a ce cliché un peu méditation égale barjo hippie, qu'il n'y a pas du tout en Asie et dans les pays où ils sont vachement mieux dans leur basket malgré des conditions qui sont moins favorables. Il y a peut-être un truc à comprendre là-dedans aussi. Euh, parce que parce qu'ils sont peut-être moins dans l'illusion de la vie, moins dans des excès d'émotions qui nous trimballent comme une bille de flipper, en haut, en bas, tous les sens. Et, euh, et c'est vraiment génial en fait que je sois tombé encore une fois presque par hasard sur, sur cette retraite qui, qui, en a, qui en a aussi plusieurs derrière. Du coup, tu nous parlais de ta pratique de la méditation. Et tout à l'heure, tu as aussi un petit peu parlé d'un concept de pause, de faire des pauses dans ta journée, donc bien sûr avec le nom de la chaîne Pause Consciente. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de pauses que tu fais dans la journée où vraiment tu te poses en conscience et des choses, des moments qui t'apportent vraiment quelque chose? Mais quand je suis assez lucide en fait pour pas me laisser embarquer dans la vie comme on est tous, euh, ben, je m'accorde un moment qui peut varier de je sais pas 45 minutes à 5 secondes. Ça peut être n'importe où. Le matin je me lève, je peux méditer ou ça peut être 2-3 minutes avant l'entraînement ou à la fin de l'entraînement. Ça peut être au boulot. J'ai un boulot aussi en parallèle où je marche beaucoup. Des fois je m'arrête comme ça et je me dis juste je suis là quoi.
tout est ici, maintenant, il y a rien d'autre en fait. Ou même s'il y a autre chose, mais tu n'as pas de main dessus en fait. Ça existe, mais c'est pas là. Du coup, c'est pas dans ta réalité du moment en fait. Et tu constates en fait que tu es que dans le présent. Et en même temps, ça t'aide à réaliser que tout le reste du temps, tu es toujours dans le futur, dans le passé, quoi. La vie de Flipper, parlait tout à l'heure. À projeter des choses, à pas repasser, Ouais. ressasser le Et les passé. émotions ça monte, ça descend, les montagnes russes émotionnelles. Ouais, donc j'aime bien aussi cette alternance de pratique intensive quand tu pars en retraite et de pratique, on va dire, holistique quand tu es dans la vie laïque. Euh, Ben forcément, avec un désir toujours plus prononcé de, de respecter et d'aimer la vie, je suis devenu végétarien. Et en même temps, j'ai aimé aussi prouver qu'on pouvait s'entraîner énormément et faire des compétitions à haut niveau, on peut dire, en étant végétarien. Donc les clichés et tous ces trucs-là, c'est bon. Placard. C'est possible, il n'y a pas de carence de ci, de là. Voilà. Ça, c'est les lobbies. Salut les lobbies, merci. On vous a vu, on vous a cerné. Et ouais, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et voilà, ben, je continue dans cette direction. Et mon but, ben, c'est toujours le même, il est toujours plus clair, essayer de faire le mieux possible, ou tout du moins le moins de mal possible. Et de kiffer la vie, euh, d'essayer d'être le plus conscient, le plus lucide possible. Et c'est pas facile dans un monde dans lequel on vit comme ça. Mais c'est important. C'est important d'essayer de passer des bons messages le plus, le plus juste et le plus positif possible. S'entourer des meilleures personnes possibles. C'est pas évident des fois aussi. Et, euh, et voilà. Et alors, au tout début, tu parlais de ton besoin, en même temps que tu pensais à l'espace, donc il y avait l'espace côté cosmonaute et tout. Et il y avait aussi le côté nature, que tu as toujours été très proche de la nature. Et du coup, en fait, ton club, c'est vraiment dans un quartier, donc plutôt du béton. Et donc, est-ce que de temps en temps, du coup, comment tu fais pour garder ce lien avec la nature? Parce que comme je disais tout à l'heure, tu aurais très bien pu vivre sur une île, tu aurais pu vivre dans un endroit paradisiaque, mais tu as choisi de vivre dans ce quartier. Je suis très lié à mon enfance et j'ai un coin de nature à Cabas, en fait, ça s'appelle, c'est à Miramas, c'est vraiment pas très loin hein, du club, mine de rien. Euh, et en fait, j'aime y aller encore et toujours depuis que je suis enfant, été, hiver, pour m'entraîner, pour courir, pour marcher, pour rester au pied d'un arbre, pour me perdre dans mes pensées, pour méditer aussi parfois. Et c'est mes soupapes en fait. Les voyages, c'est mes soupapes, mais d'une autre manière. Et, euh, et aussi, quand c'est possible, parce qu'il fait beau chez nous dans le sud quand même, au moins 4 5 mois, je peux faire du paddle. Alors souvent, je m'entraîne le matin et je m'entraîne le soir. Et entre les deux, si ça cadre au niveau boulot, tout ça, je vais faire un peu de paddle. Et en général, quand tu fais du paddle, il y a pas de de grosses sensations, de grosses émotions comme le surf par exemple. Et du coup, en fait, c'est des randonnées aquatiques sur l'eau en silence. Et parce qu'en fait, tu peux méditer aussi en mouvement. Il y a la méditation marché, il y a la méditation sur paddle. Et, euh, et voilà, et ça m'aide à donner le meilleur de moi-même en fait, ces moments-là. Et alors du coup, donc c'est un peu comme si tu trouvais un équilibre entre ta vie de coach que tu pratiques plutôt, on va dire, dans du béton, la vie La avec les majeure partie du animaux, temps, ouais. et à côté de ça, des moments dans la nature, que ce soit faire du paddle, que ce soit aller en forêt, des choses comme Mhm, ça. mhm. Ouais, en fait, ce tout-là, ce tout s'équilibre un petit peu parce que même si je me considère avec Maître Létang le plus passionné de, au monde de grappling. Désolé si c'est présomptueux, je m'en fous. Mais je pense qu'avec Létang, on est les deux plus passionnés au monde. Et, mais malgré tout, tu peux pas passer que ta vie dans une salle, à part peut-être tes frères Miao. Mais voilà, du coup, cet agencement de vie
ouais, riche pour moi déjà du moins, et varié, s'équilibre en fait avec une espèce d'harmonie, parce qu'en fait l'harmonie c'est un mouvement, l'équilibre ça n'existe pas trop, c'est figé, mais en fait l'harmonie c'est un équilibre en mouvement. Et, chaque truc en fait j'ai l'impression que ça aide les autres en fait. C'est comme si tout résonnait ensemble et en fait ça fait les pièces d'un puzzle et je trouve ça génial. Et je kiffe, ça tombe bien parce que j'ai décidé d'être heureux et être heureux ça se construit même si c'est pas facile, même si ça demande beaucoup d'efforts parfois, des illusions et tout, mais de persévérer, je crois que c'est le prix à payer pour être heureux à l'intérieur. Merci. Merci beaucoup. Et alors pour terminer, est-ce que tu aurais, si tu souhaitais planter des graines chez les gens là qui nous écoutent, qui te regardent, quels seraient les mots ultimes, on pourrait dire, que tu souhaiterais leur adresser? Je crois que en toute modestie, je, je, j'inviterai chacun qui a des rêves à pas les laisser au fond d'un tiroir, à se donner les moyens. Autant que faire se peut, bien sûr, avec le contexte de sa vie et tout ça, ses obligations, de les atteindre parce que, ou tout du moins d'essayer, parce qu'en fait, ça, je pense que les regrets, c'est pas top. Tandis que si tu as essayé, au pire, tu t'es pris une gamelle. Mais au moins, voilà, tu n'as pas ce questionnement là, comme ça, qui est pénible. Et puis je crois que essayer de penser à soi, c'est bien, mais penser aux autres et à la planète, c'est super important. Et aux autres espèces aussi, c'est important parce on n'est pas sacré comme, parfois on pourrait le croire. Et donner un peu son temps, donner un peu de l'énergie, c'est ça provoque quand même quelque chose en nous qui est c'est pas c'est difficile à mettre en mots, mais je pense que c'est les plus beaux échanges et les plus belles expériences qu'on peut faire, qu'on peut avoir. L'entraide, donner, recevoir, comme ça, c'est vraiment un cycle de la vie en fait qu'il faut pas casser. Et c'est un petit peu ce que fait notre société capitaliste ou je ne sais quoi là, actuelle. Et Donc ça sera un peu la notion de recevoir et transmettre. ouais, ouais. Moi en fait, j'ai pas trop envie de me sentir coupable du monde qu'on va laisser à nos enfants. Donc j'essaie d'agir à ma mesure et d'inviter ceux qui veulent, ceux qui sont sensibles à rejoindre des actions, donner du temps. Enfin, l'autre jour, quand j'étais dans une retraite, là, il y a un gars qui m'a dit ça, ça m'a sonné. Il m'a dit penser global et agir local. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Parce que oui, c'est clair que essayer de faire. Essayer de créer un monde meilleur comme ça, c'est difficile. Mais si chacun s'y met un petit peu, je pense on peut inverser la tendance et peut-être penser à des jours meilleurs. Ok, merci beaucoup. Merci. Pour terminer, je vous propose de revenir quelques instants dans votre corps, dans votre respiration. Et quoi que vous fassiez après avoir vu cette vidéo, que ça soit regarder une autre vidéo sur YouTube ou n'importe quelle autre action, je vous invite à le faire en conscience, en présence.